Quel épisode de Boba Fett. Dommage qu'on n'a pas vu Boba Fett dans cet épisode. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, c'est Isma. Vous êtes sur ce qui me fait kiffer. Aujourd'hui, on est là pour la review de l'épisode 5 de The Mandalorian. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous. J'espère que vous allez aimer le contenu. Et pour les abonnés déjà de longue date, merci d'être là, merci pour le soutien. Partagez, commentez, likez, c'est important, ça aide. Déjà, j'aimerais faire un grand bravo à Bryce Dallas Howard. Cette femme, waouh, elle est actrice, réalisatrice, comédienne de théâtre. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Franchement, donc c'est une actrice qui joue dans Jurassic Park, elle a fait Terminator Renaissance, c'est Gwen Stacy dans Spider-Man 3. C'est une bonne actrice, même si elle est pas, c'est pas l'Oscar de je sais pas quoi, mais c'est une bonne actrice. Et surtout, c'est une excellente réalisatrice et productrice. Donnez-lui plus de projets, Disney. Parce que sa réalisation, elle est à des années-lumière de ce qu'ont fait les trois pépères des 4 premiers épisodes. Alors voilà, on va pas revenir sur les 4 premiers épisodes. Vous savez ce que j'en pense, c'est en dents de scie. Mais celui-là, il est loin. L'épisode, il commence, on se retrouve dans un entrepôt, un abattoir. Et il y a un peu les trucs plastiques qui s'ouvrent. Et bim, Mando. Et ouais, c'est un épisode consacré à Din Djarin, le Mandalorian. On pensait qu'il allait arriver rapidement dans la série suite au précédent épisode. Et moi, je pensais que ça serait l'épisode d'après, mais il est là, tant mieux. Et tout de suite, le premier truc à dire, j'aime bien Temuera Morrison, hein, mais Pedro Pascal, il pue le charisme. Il pue le charisme, même si, faut dire la vérité, il me semble que dans cet épisode, c'était pas lui, mais le petit-fils de John Wayne, qui est sa doublure quand Pedro Pascal ne peut pas être sur les lieux. Et au final, Pedro Pascal, juste, il donne sa voix. Mais que ça soit Pedro Pascal ou le petit-fils de John Wayne, le personnage de Mando, mais qu'est-ce qu'il est un charisme qui transcendant. C'est transcendant. Donc bref, il vient pour une prime, il veut ramener un mec, plein de gars, plein de second couteau un peu qui accompagnent le gars qu'il doit ramener. Un échange très drôle avec la phrase de Din Djarin, je peux te réchauffer ou je peux te refroidir. Et voilà, c'est cool, voilà. Ensuite vient une scène de bagarre. Et là, franchement, c'est super violent pour du Disney. Et ça fait plaisir. Pourquoi ils n'ont pas fait ça à Boba Fett? Pourquoi ils n'ont pas donné cette violence à Boba Fett? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à base de lance en bescar, sabre laser, il tranche un mec en deux, il se blesse. C'est important pour la suite de l'épisode. Et il coupe la tête pour la ramener et pour donner une preuve de la réussite de sa mission. Et voilà, franchement, petite intro tout de suite. On se rappelle que The Mandalorian, c'est une bête de série. Tout de suite, t'es dans une situation de manque. Vivement cette saison 3. Donc là, on a le petit bandeau d'introduction, Book of Boba Fett, tout ça. Et on continue avec Din Djarin. Il n'y aura pas de Boba dans cet épisode, je te le dis tout de suite. On va suivre une péripétie de Din Djarin et c'est très très cool. Donc là, on se retrouve sur un anneau stellaire un peu façon station spatiale. C'est là où il y a le commanditaire du contrat du Mandalorian. Et grosso modo, le visuel, il est interstellaire. Franchement, il est du coup, il amène la preuve à son commanditaire. Le gars lui donne ses sous. Et aussi, il est en quête d'informations pour retrouver les siens. Donc, il prend les sous. Le but est de s'acheter un nouveau vaisseau. Et
il a l'info pour trouver ses compatriotes mandaloriennes et il va les retrouver dans les sous-sols de cet anneau stellaire. Et là, les gars, ça va être long, mais il y a tellement de choses à dire. Immense kiff sur la mythologie mandalorienne. Là, on va aborder 1 milliard de points. Disney va canoniser des trucs et va rejeter d'autres trucs. Et là, franchement, il y a que du kiff. C'est de la poésie, c'est magnifique. Déjà, il arrive, il tombe sur la forgeronne et sur son bras droit. Moi, j'ai toujours vu la forgeronne comme la chef. Même si c'est la forgeronne, j'ai l'impression qu'elle a quand même un statut de leader. Et elle cite le nom du gars à côté d'elle et il s'avère que c'est Paz Vizsla. Donc Paz Vizsla, si tu connais, c'est un descendant, enfin son nom doit te parler parce que c'est le descendant d'une des grandes familles mandaloriennes. Dans The Clone Wars, on a eu Pre-Vizsla et on sait, il va être mentionné, son ancêtre c'est Tarre Vizsla. Tarre Vizsla, c'est le premier Mandalorian qui est devenu Jedi et surtout, c'est lui qui a construit le Darksaber. Donc on fait toute une ref à lui, on nous parle du sabre noir, il leur explique comment il l'a obtenu en ayant le dessus sur Moff Gideon. Et franchement, c'est trop cool. Bon, ça avait été officialisé dans Rebels, ils avaient canonisé Tarre Vizsla, mais le fait de continuer là-dessus, c'est vraiment très bien. La lignée des Vizsla, elle a toujours été au cœur de la guerre civile mandalorienne, de la création des différentes factions, les Death Watch, les Night Hall et tout ça. Et franchement, il y a plein de choses à dire. On pourrait tellement parler des Mandalorians. C'est vraiment très cool. Parce que je tiens à rappeler pour beaucoup de gens, le credo, la voix, c'est les Death Watch. Ce n'est pas les Mandalorians en général. Il y a d'autres factions. Il y a la faction de Bo-Katan qui se fait appeler les Night Hall. Et voilà, là, Mando est un radicaliste. C'est la faction radicale des Mandalorians. Ne jamais enlever le casque, le credo d'abord, tout ça. Et c'est ça qui, au début, a fait vraiment le kiff. C'est que c'est vraiment un mec dur dans son truc. Et là, il devait retourner au bercail. Donc, on continue. La forgeronne, elle nous parle du mythosaure. Le mythosaure dans les romans, dans les comics qui concernent les Mandalorians. On nous en a parlé, tout ça. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir au moins le nom cité de cette bête qui se faisait monter par les guerriers Mandalorians à une époque un peu plus tribale. Et au final, Disney nous le désacralise parce qu'au final, elle nous dit qu'ils n'existent pas. Bref, en tout cas, ça a fait plaisir d'entendre parler du mythosaure. Donc on a tout ce développement sur la lignée des Vizsla et du Darksaber. On a le mythosaure. On a ensuite un passage sur la lance de Beskar. Elle lui demande où tu as eu ça. Il lui dit c'est une Jedi, Ahsoka Tano, qui me l'a donné. Et là elle dit ouais, c'est pas possible de garder cette lance parce qu'elle est suffisamment. On peut imaginer que en fait, il n'y a pas d'arme en Beskar. Et celle-ci, elle est tellement bien faite et suffisamment dense et suffisamment tranchante et dangereuse pour perforer les armures de Beskar. Et elle dit, le Beskar sert uniquement à nous défendre. C'est vrai qu'il y a des petites armes, tout ça en Beskar. Mais à mon avis, la densité, elle n'est pas suffisante pour aller perforer une armure de Beskar. Mais celle-ci, c'est le cas. Et elle dit qu'il faut la détruire. Et il accepte. De toute façon, Din Djarin, c'est un fidèle croyant. Il est à fond dans le dogme. Même si on va voir par la suite que des fois, il a dû s'éloigner. Mais en soi, lui, il a la foi et la conviction du credo. Ça se voit. Et après le Beskar, on a Din Djarin qui va demander à la forgeronne de nous parler un petit peu de Bo-Katan Kryze. Parce que voilà, on fait un retour sur la saison 2 de Mandalorian. Et du coup, Bo-Katan, c'est Clone Wars. C'est aussi Rebels. Et elle a été détentrice du Darksaber. Donc c'est normal qu'on en parle. On nous dit la triste histoire de la guerre civile, tout ça. Et franchement, c'est cool. Et on passe de la guerre civile qu'on connaît dans Clone Wars jusqu'à ce moment qu'on voit en image de la purge
qu'on entend parler depuis les 2 saisons de The Mandalorian, où l'Empire il a décidé de mettre un coup final à Mandalore avec des bombardements et un génocide. Et le visuel de Bryce Dallas Howard, alors de 1, dans la saison de Boba Fett, il n'y a pas photo. Et dans les précédentes saisons du Mandalorian, ça peut se mettre dans les tops visuels. C'est une photographie magnifique. Les bombardements, le sol ravagé, le sol vraiment en mode détruit par les batailles et la guerre. Et cette petite ref à Terminator où on voit des Stormtroopers façon T8000, T1000, j'ai oublié le... Voilà, qui exécutent les derniers habitants et qui sont vraiment là pour mener à bien le génocide. Vraiment top, vraiment top. De la ref à Terminator, de la science-fiction qui rend hommage à de la science-fiction. Franchement, c'était cool. C'était cool et c'était beau. Et de toute façon, tout cet épisode est très très beau. Beaucoup plus que le travail qui a été fait par Rodriguez, Favreau et Filoni sur les 4 précédents épisodes. Donc voilà, on a toutes ces refs à la mythologie mandalorienne et c'est vraiment un régal. Et franchement, pour les fans, ça faisait plaisir de développer encore ce lore. Après toute cette partie discussion, réunion de famille, Din Djarin, il va s'entraîner avec la forgeronne à manier le sabre. Et déjà, comment c'est filmé, on a des hommages au cinéma japonais, au cinéma de samouraï. Après avoir eu 4 épisodes sur Tatooine qui faisaient ref au western, au film de cowboy, là on a vraiment des refs au film japonais. Et encore une fois, c'est beau. La chorégraphie de combat, elle est supérieure à ce qu'on a eu dans les précédents épisodes. Et à un moment, ils ont une discussion en s'entraînant au sabre, tout ça. Il dit que c'est lourd, qu'il n'arrive pas à le maîtriser. Et là, moi, j'ai kiffé. L'easter egg était incroyable. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler sur les réseaux sociaux. C'est clairement une ref au combat de Sabine et Kanan dans l'épisode 15 de la saison 3 de The Rebels. Elle dit les mêmes choses. Il est lourd le sabre, lourd. Parce que déjà, ce sabre, il a une lourde responsabilité, mais parce qu'il a une énergie particulière. C'est vraiment un des sabres les plus originaux qu'on a dans l'univers étendu. Et il y a ce côté où il est dur à maîtriser, parce que pour maîtriser ce sabre, déjà, il faut être légitime quand tu le gagnes. Et ensuite, il y a tout un aspect qui est développé dans cet épisode 15 de Rebels, où en fait... Tu dois être en symbiose avec toi-même, tu dois être en paix avec tes valeurs, tes idées, tes envies, tes convictions. Tu dois être vraiment, comme elle le dit la forgeronne, ne te bats pas contre toi-même, ne te bats pas contre ton sabre. Et ça, Sabine, elle arrive à le faire au bout d'un développement narratif dans cette saison 3. Et Din Djarin, il n'en est pas là. Le sabre, il lui est pas encore du tout... facilité. Le sabre oppose une résistance à Din. Et franchement, moi j'aime cet aspect parce que ça montre que Din, il a encore 1 milliard de choses à développer, à comprendre. Et je pense que là, sa séparation avec Grogu, elle joue. Le fait que il est dans le doute, c'est devenu un gars du doute. Il ne sait pas les Night Hall, les Death Watch. Il comprend qu'il y a plusieurs idéologies mandaloriennes. Il est plus... dans sa tête, il est plus serein. Et ça, le sabre, il le ressent. Elle lui dit, tu as un corps fort, mais ton esprit est... Bref, elle dit un terme, mais tu as compris, son esprit, il est ravagé, il est dans le doute. Et ça ne lui permet pas de maîtriser cette arme, qui est magnifique. À ce moment-là, on n'a pas ce vice-là, qui entend un peu tout ça, toute cette discussion, et qui voit cet entraînement. Et lui, il est fou. Donc le sabre... il n'est pas à son plein potentiel avec le Mandalorian. En plus, lui s'estime être légitime à le posséder, parce que c'est un vice-là. Donc, comme la tradition mandalorienne le veut, il va y avoir duel, tout ça. Ils vont s'affronter. Franchement, ça va être beau à regarder. C'est une belle chorégraphie. La caméra prend bien... la mise en scène permet de bien profiter du combat. C'est lent, c'est vrai, mais ça ne dérange pas. Mieux vaut du lent qui soit beau que du rapide qui soit bâclé et dans le noir flouté, tu vois.
Et ouais, franchement, magnifique. Franchement, magnifique. Donc ça se termine sur une victoire de Mando qui bat Paz Vizsla. Il est du coup toujours possesseur du sabre noir. Il est toujours dans le doute sur ses convictions et sur sa personnalité. Et là, la forgeronne, pour un peu peut-être, je pense, voilà, en tout cas, elle pose la question aux deux adversaires de jurer sur le serment. Paz Vizsla, as-tu déjà retiré ton casque? Lui dit non, direct, tac. Et étant donné que c'est un Vizsla, ça se voit que c'est un convaincu du culte. Et après, elle pose la question à Din Djarin. Et là, il commence à bafouiller, à parler chinois. Il n'est pas bien. Et comme c'est un mec honnête, malgré tout, c'est un homme d'honneur. Il finit par révéler qu'il l'a enlevé. Et malgré qu'il ait gagné le sabre, malgré qu'il pourrait être, du coup, le leader de Mandalore avec ce sabre, il est chassé des Death Watch. Alors elle dit, tu n'es plus un Mandalorian, parce que pour eux, les seuls Mandalorians, les vrais, c'est les Death Watch. Mais elle lui dit, en tout cas, tu fais plus partie du credo. Et tu vois qu'il a perdu gros goût. Il a perdu du coup maintenant les Death Watch. Pour lui, il a tout perdu. C'était important pour lui. C'était sa famille. Ils l'ont recueilli quand il était orphelin après la purge. Ils l'ont élevé, ils l'ont fait grandir, ils l'ont protégé. Et maintenant, il est banni. Donc, tu comprends que le mec... mais il l'accepte avec honneur, avec fierté. Il sait qu'il a déconné vis-à-vis du credo et il assume. Donc, il quitte les Death Watch, il quitte la forge. Et son but est de se trouver un nouveau vaisseau. Du coup, il connaît la meuf sur Tatooine. Et là, on passe à la seconde partie du film. Et il va se rendre sur Tatooine. Alors là, c'est la deuxième partie de l'épisode. Je me suis moins régalé, mais c'était toujours vraiment stylé. Hein. Il y avait des refs, il y avait tout ça. Ça commence avec lors du transport entre cette station spatiale et Tatooine. Il est un peu dans un vaisseau de ligne, comme tu as Air France, tout ça. Tu as vraiment le vaisseau qui passe de planète en planète pour faire des correspondances, des transports. Et dans ce vaisseau, ils voient un enfant vert, tout ça. Ils pensent à gros goût. Et là, Pedro Pascal, dans sa magnificence, il sait rendre les émotions, qu'il soit dans l'armure ou pas. Ou encore une fois, comme j'ai dit, si c'est le petit-fils de John Wayne, franchement, il est très bon aussi. Un grand avenir attend ce jeune homme. Et il fait juste un petit baissage de tête, une petite... Tu vois qu'il est atteint. En tout cas, il arrive sur Tatooine. Il se rend voir la meuf avec ses droïdes qui répare les robots. Et là c'est... Déjà, il la sauve. Il la sauve d'une bête de Tatooine. Ensuite, il commence à discuter. Ouais, tu m'as dit que tu avais un Razor Crest. Finalement, elle lui montre un vaisseau et c'est pas du tout un Razor Crest. C'est un Naboo Fighter de la menace fantôme. En ruine. Mais ils vont le retaper. Ça va être bien stylé. Il va y avoir pas mal de petites discussions sympas, drôles, tout ça. C'est la petite partie humoristique. Voilà, lui et la nana, ils vont retaper le Naboo Fighter. À un moment, la gênance, elle nous lâche. Ouais, je me suis tapé un Jawa. Elle force, elle le dit une deuxième fois. Ouais, je me suis tapé un Jawa. C'est n'importe quoi. Wesh, on voulait pas savoir ça, que tu t'es tapé un Jawa. Ah, il n'y a plus de limite dans Star Wars. Il y a de la violence, il y a de l'aveu voilà, c'est n'importe quoi. Elle nous dit, je me suis tapé un Jawa. J'étais mort de rire. Et elle le dit comme ça, en mode je force. Elle nous le dit 2 fois. Bref, si toi ça t'a fait rire, dis-le moi en commentaire aussi, ou si ça t'a gêné. Au final, petit visuel, porte du hangar qui s'ouvre, le Naboo Fighter qui sort avec un gris métallisé comme l'armure de Mando. Voilà, on comprend que le vaisseau, il va être patate, il va être full vaisseau. Et il est beau, il l'essaie. Et là, grosse ref, gros easter egg aussi. Peut-être ça va plus parler aux vrais fans. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. La bande, la piste audio du bruitage qu'ils ont mis pendant que le Naboo Fighter reprenait le circuit de la course de la Bunta,
je suis sûr que c'est les bruitages du pod d'Anakin. Ils n'ont pas mis les bruitages du Naboo Fighter. Ça fait pas ce bruit-là, un Naboo Fighter. Moi, je suis sûr qu'ils ont mis la piste audio pendant la course, exactement de la menace fantôme. Dites-moi, les amis, si vous avez relevé ça ou si je suis fou, si je suis un grand malade. En tout cas, il finit par passer dans l'espace, tout ça. Là, il tombe sur les 2 X-Wing des Rangers de la Nouvelle République. Il y a une petite discussion sympa, tout ça. Et au final, il leur fait un petit délit de fuite. Et tout. Pour nous montrer à nous, spectateurs, que son vaisseau laisse tomber. Il est sans comparaison avec ce qui existe pour l'instant. Donc, je pense qu'on va vraiment avoir un Mandalorian dans la saison 3 qui va se balader avec ce vaisseau. Et il y aura peut-être plus de combats spatiaux. T'as pas un chasseur pour rien, tu vois. En tout cas, il redescend au hangar à l'atelier. Et là, il y a Fennec, discussion sympa. Boba Fett a besoin de toi. Bien sûr, j'accepte. Mais d'abord, je dois aller voir un ami. Donc là, on peut rentrer dans une partie théorie. Est-ce qu'il va voir Grogu pour en finir avec l'arc de Grogu? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va chercher du renfort, un chasseur de primes de l'univers étendu, ou peut-être quelqu'un qu'on a déjà vu dans la saison 1 et 2 de The Mandalorian, peut-être, comment il s'appelle, le shérif de Tatooine, celui qui avait l'armure de Boba Fett. Je suis pas sûr. Franchement, je suis vachement dans le flou. Et ma troisième théorie que je vous donne, c'est cadeau. Peut-être vous l'avez vu sur les internets. Harrison Ford aurait été vu sur le tournage de Boba Fett. Alors peut-être qu'on aura un Han Solo jeune. Donc je sais pas, l'avenir nous le dira. La semaine prochaine. En tout cas, le meilleur épisode de cette saison de Book of Boba Fett, c'est évident. Ça nous a redonné le petit truc qu'il faut pour nous re-hyper sur The Mandalorian. La différence de réal, c'est un fossé. Faites mieux, les amis. Faites mieux Filoni et Favreau dans le final. Et surtout, même si j'aime Pedro Pascal, ne laissez pas le Mandalorian voler la vedette à Temuera Morrison pour le final. Il faut que ça soit un allié et pas que ça soit le mec qui crève l'écran, parce qu'il a déjà du mal avec Fennec à ses côtés qui vole déjà beaucoup de charisme. Donc, soyez adroits, ayez de la parcimonie sur cet élément-là, parce que le pauvre, il mérite quand même une bonne série avant de retourner dans les limbes. Ouais, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que vous aussi, vous avez aimé cet épisode. Si tout comme moi, vous vous êtes régalé à l'infini, dites-le moi. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce qu'il y a des choses qui n'allaient pas selon vous? Petite annonce, il reste que 2 épisodes de Boba Fett. Le final. Et la semaine qui suivra le 7, donc dans 3 semaines, on se fera un épisode bilan. Un épisode bilan de Book of Boba Fett saison 1 pendant 30-35 minutes. Et je suis en train de préparer un petit quelque chose. Peut-être qu'on va se monter un set Lego du Slave One. Donc voilà, dites-moi si ça vous sauce d'avance. Merci les amis. Likez, partagez, commentez un max. Je kiffe discuter avec vous. C'était Isma. À la prochaine. Bye.